tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les mercredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de la comédienne Marie-Sophie L. Mais en attendant, voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous assisterons à la remise des prix du Club Éco Monaco Matin. Nous irons au musée océanographique où le Conseil stratégique pour l'attractivité se réunissait. Nous inaugurerons une nouvelle suite à l'Hôtel de Paris en hommage à la Princesse Grace. Nous découvrirons les toutes nouvelles illuminations de la ville. Et enfin, nous rencontrerons le Monaco Press Club qui donnait une conférence aux Thermes Marins. En ouverture de ce journal, le Club Éco organisait sa traditionnelle remise de prix 2017. L'événement permet de récompenser les différents acteurs économiques de la Principauté. Alexandra Pani vous en dit plus. 6 lauréats récompensés, 6 entreprises représentatives du dynamisme économique de la Principauté. Les trophées de l'Éco Monaco récompensent chaque année les talents économiques monégasques. Des entreprises de secteur, de taille et d'ancienneté variées, mais qui ont toutes pour point commun leur implantation sur le sol monégasque et l'envie de faire rayonner la Principauté par leurs activités. Ce soir, il avait 2 leaders mondiaux. Parce que Coty-Lancaster, en matière de cosmétiques aujourd'hui, ils sont leaders mondiaux. Ça, c'est quand même quelque chose qui se sait très peu. Et puis, bien sûr, nos amis dans le shipping, V-Ships, dans leur métier, dans ce catering pour les bateaux, ils sont leaders mondiaux. Donc à Monaco, actuellement, nous avons à peu près 7 à 8 compagnies qui sont des leaders dans le monde entier, sur 2 km². Coty-Lancaster, donc pour le trophée Made in Monaco, V-Ships pour l'international, mais aussi le prestigieux prix de l'innovation pour le groupe Telis Easy One et le prix spécial du jury pour Espen Oegno International. Quant au prix de développement durable, il a été remis par Marie-Pierre Gramalia à l'entreprise Semco pour sa démarche éco-responsable. On a essayé d'imaginer quelque chose qui était différent de ce qui se passe aujourd'hui. On est aujourd'hui dans un monde où il y a de l'innovation effectivement, mais il y a aussi beaucoup de structures qui font toujours la même chose. Et notre idée, comme on est une petite structure bien flexible, on s'est dit on va essayer d'imaginer autre chose, un autre packaging, une autre fonctionnalité pour proposer une alternative au pack actuel, mais surtout pour répondre à une vraie problématique. Le 7e continent, c'est un problème qui m'est cher. Je suis fils de marin à la base. Et l'idée, c'était d'essayer, je dis bien essayer en toute modestie, de proposer une solution. Et nous, on fait du packaging. Et l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour que le packaging il reste dans la poubelle, sur terre, et pas qu'il finisse en mer, où maintenant on essaye de trouver plein de solutions pour récupérer ces 9 millions de tonnes qui sont aujourd'hui déversées en mer chaque année. Dernier prix remis lors de cette soirée, le très attendu trophée du manager de l'année. Et cette fois-ci, ils sont 2 à s'être partagés la récompense. Il s'agit d'Étienne Franzi pour la compagnie monégasque de banque et son collaborateur Robert Laure en tant que président de la compagnie monégasque de gestion. Chaque année, ces trophées de l'Éco offrent un éventail de la variété des entreprises implantées en Principauté. Économie toujours avec la remise du rapport d'activité 2016-2017 du Conseil stratégique pour l'attractivité qui avait lieu ce mercredi au musée océanographique en présence notamment du souverain et du ministre d'État. Alexandra Pani revient sur les différentes propositions des commissions. Il a vu le jour en juin 2011 et depuis 6 ans, le Conseil stratégique pour l'attractivité est force de proposition et de réflexion sur des questions liées au développement économique et à la prospective. 5 commissions ont été constituées autour des thèmes des finances, de l'immobilier, de la destination Monaco, de la qualité de vie ou encore du yachting. Elles se réunissent en moyenne 6 fois dans l'année afin d'établir pour chacune des propositions présentées ensuite au gouvernement. À la fin de chaque année, on établit une liste de dates auxquelles les commissions vont se réunir et aussi à la fin de chaque année, on fait le tour de tous les membres de la commission pour voir quels sont les sujets importants dont ils veulent débattre. Après, sur ces sujets, on essaye de les écrémer un peu, de prendre un peu les thèmes principaux et sur les 5 ou 6 réunions que nous avons par an, nous examinons chaque fois un sujet différent. Le gouvernement est très présent et très actif parce qu'à chaque réunion, il y a toujours un membre du gouvernement qui assiste. Donc ils sont constamment au courant
de nos réflexions et sur les nombreuses propositions qu'on peut leur faire, eux arrivent à prendre 1, 2, 3, 4 et ils arrivent à les appliquer. Donc c'est déjà un succès formidable. Composé de 14 membres de droit, 30 personnalités qualifiées et 3 experts permanents, ce conseil présente en fin d'année son rapport d'activité. Nicolas Mathilde Narmineau est président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Il fait partie de ces personnalités qualifiées nommées pour 3 ans par ordonnance souveraine. En termes d'attractivité, le commerce est quelque chose de central. Il y a évidemment l'environnement, la sécurité, comme le disaient d'autres membres du CSA, tout ce qui est architecture, art. Mais le commerce, c'est quand même quelque chose d'important pour les résidents, pour les pendulaires. Il y a 50 000 pendulaires tous les jours qui viennent à Monaco. Et pour les étrangers, on ne connaît pas le chiffre exact, mais il y a 5 ou 6 millions d'étrangers qui viennent à Monaco. Donc on se bat tous les jours pour que le commerce soit le mieux représenté, le plus compétitif et le plus adapté à cet environnement multiculturel et international. Cette réunion annuelle est également l'occasion d'accueillir des experts du secteur privé. C'était le cas cette fois-ci avec Frédéric Janta, monégasque expatrié qui travaille aujourd'hui pour l'entreprise Google. Il a ainsi pu proposer une présentation autour de la révolution digitale. L'Hôtel de Paris a inauguré sa nouvelle suite en hommage à la princesse Grace. Le souverain qui a participé à la réalisation de ce projet hors norme était convié à l'événement. Les détails dans ce reportage. 910 mètres carrés répartis sur 2 étages, la nouvelle suite de l'Hôtel de Paris, joliment dénommée Princesse Grace, rend hommage à celle qui a marqué l'histoire de la principauté par son élégance et son raffinement. Le rendu, il est ce qu'il est aujourd'hui, une belle personnalisation sans que ça soit trop non plus. L'idée n'était pas d'en faire un temple, l'idée était de donner cette touche de sophistication, d'élégance que la princesse pouvait incarner et de faire une suite qui sera incopiable et intemporelle. C'est une suite de plus de 900 mètres carrés sur 2 niveaux avec 400 mètres carrés de surface extérieure, dont une piscine privée chauffée et de très belles terrasses. La vue qui est derrière moi parle d'elle-même. À l'intérieur, c'est assez, ce sont deux chambres, beaucoup de surface de réception, une salle de bain qui est, de ma vie d'hôtelier, j'ai quand même quelques 40 années d'expérience, c'est la plus belle salle de bain que j'ai eu l'occasion de voir. Verre, bois précieux, nacre, pierre naturelle, toute la décoration de la suite est inspirée des goûts personnels de la princesse, avec la présence de réalisations et de souvenirs ainsi que de ses œuvres poétiques littéraires favorites. Nous avons passé, pour ne rien vous cacher, 2 heures lundi dernier avec le souverain à choisir d'une façon définitive sur la liste qui nous était proposée et à trouver l'emplacement qu'il fallait pour chaque tableau. Donc le souverain a personnellement décidé de chaque pièce qui est dans cette suite et de là où cette pièce allait être accrochée. Donc c'était un moment, je pense, émouvant pour lui. Le souverain on lui doit ce crédit. Moi, je n'étais pas là à l'époque, mais il semblerait que nos architectes aient oublié à l'époque le bureau. Et le souverain a dit, écoutez, moi, quand je me déplace dans ce genre de suite, j'ai besoin d'avoir un endroit où m'isoler. Vous ne pouvez pas faire cette suite sans un bureau. Donc c'est grâce au souverain qu'il y a effectivement le bureau dans la suite Princesse Grace. L'Hôtel de Paris s'est engagé dans 4 ans de métamorphose. L'établissement rouvrira grand ses portes en décembre 2018 avec un autre projet hors norme, une suite encore plus grande côté casino. Cela ne vous a peut-être pas échappé à la nuit tombée. Monaco séparé des plus belles lumières à l'approche de ses fêtes de fin d'année. Le coup d'envoi officiel des illuminations a été donné la semaine dernière en présence notamment des aînés monégasques. Un reportage d'Émilie Rousseau. Les températures sont loin encore d'annoncer les fêtes de fin d'année, mais les rues de la Principauté se sont déjà habillées aux couleurs de Noël. La mise en lumière de la ville est toujours très symbolique. Cette année, la mairie avait décidé d'associer l'amicale des donneurs de sang de Monaco. Étaient présents également des bénéficiaires du maintien à domicile du service d'action sociale de la mairie, ainsi que des résidents d'Aquiétoudinet. C'est sensationnel. Dès qu'on fait quelque chose à Monaco, hop. C'est magnifique, c'est quelque chose de féerique. Ça nous rappelle notre enfance. C'est fantastique, ce qui est fait par la Principauté de Monaco, c'est vraiment extraordinaire. Mais je ne suis pas du tout étonné parce que la Principauté c'est un pays
à part et qui est vraiment extraordinaire. Ce sapin géant, symbole des fêtes Place d'Armes, s'ajoute au Père Noël en bas de l'église Saint-Charles ou aux cadeaux lumineux dissimulés un peu partout dans Monaco. Ces décorations rappellent toute la magie de Noël et ceci en respectant l'environnement. Depuis de nombreuses années, on utilise exclusivement des LED, non seulement pour la consommation énergétique, mais également pour donner plus de luminosité, plus d'éclat aux décorations. C'est important également de renouveler chaque année les motifs dans les différents quartiers de Monaco. Donc cette année, un effort a été très important, puisqu'aucun quartier n'a été épargné. Les aînés de Monaco auront pu découvrir les multiples décors en bus. Ces illuminations interviennent alors que le village de Noël ouvrira ses portes le 6 décembre prochain. Le Monaco Press Club donnait une conférence mardi en fin de journée au Terme Marin. Au cœur des discussions, le PRF. Alors qu'est-ce que le PRF? Élément de réponse avec Christina Tovel. L'action des cellules blanches sur la vascularisation et la cicatrisation sont depuis quelques années au cœur de toutes les attentions. Le concept du PRF est basé sur la centrifugation du sang total sans anticoagulant. On a dans notre corps du sang, dans nos vaisseaux, et ce sang, c'est la vie. Et on va prendre ce sang et on va essayer d'en extraire quelques sources, non pas de vie, mais de guérison. Ça, c'est le concept, c'est-à-dire prélever du sang et le passer dans une machine pour en extraire certains facteurs qui nous aident à guérir et à rajeunir éventuellement. À la fin de la centrifugation, on obtient un caillot de fibrine appelé le PRF, contenant ainsi les plaquettes et une majorité des cellules blanches. Le PRF va libérer de manière progressive et constante des facteurs de croissance, accélérant ainsi la cicatrisation et réparant les tissus abîmés. Son efficacité en chirurgie orale, orthopédique, dermatologique et esthétique a largement été démontrée. C'est un élixir vraiment de revitalisation, de biorevitalisation qui est 100% biocompatible. C'est prélevé sur un tube qui ne contient aucun produit chimique et qui, injecté au niveau de la peau, va avoir une action de réjuvénation au niveau des cellules qui ensuite va se traduire au niveau des tissus et donc du visage. Les effets qu'on va voir dans les mois à venir sont des effets sur la texture de la peau qui va avoir un lissage cutané, sur la tonicité de la peau va être plus ferme, sur le teint également, le teint va être beaucoup plus éclatant et sur le toucher, quand on va toucher une peau qui est traitée par le PRF, on va avoir un toucher tout en douceur. Grâce à ce procédé issu de notre propre corps, la cicatrisation osseuse et muqueuse se fait donc plus vite. Aujourd'hui, le PRF est présent et reconnu dans le monde entier et son efficacité n'est à ce jour plus approuvée. Nous avons donc rejoint notre invitée du mercredi. J'ai à mes côtés la comédienne Marie-Sophie L. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info, c'est un plaisir. Alors, vous êtes comédienne, je viens de le dire, mais ce n'est pas dans ce rôle finalement que nous vous retrouvons en principauté. Vous venez y présenter un ouvrage notamment dédié à la cuisine de produits crus. Peut-on expliquer? Alors en fait, je suis naturopathe depuis 30 ans et je suis rechef après avoir étudié dans les meilleures écoles de cuisine crue californienne et j'ai mis en équation cette raw food qui est tellement prisée par les Américains de façon très exquise avec vraiment pour maître mot le plaisir sensoriel, émotionnel de bien manger. Donc les Américains utilisent cette raw food pour prolonger leur vitalité, pour être en bonne santé, pour être plus beau, plus jeune, etc. et pour soigner les maladies. Moi, je l'ai envisagé sous l'angle vraiment très gourmet, vraiment d'une gourmandise. Alors d'où est née l'idée? Il me semble que c'est une sorte de révélation à la suite d'un jeûne, n'est-ce pas? Alors après un jeûne que j'ai fait, après un trekking en Inde avec mes enfants, je n'ai plus envie de manger de produits cuits. Donc ce n'est pas une théorie qui m'a séduite, c'est une nécessité comme un appel du corps, du cœur et je dirais et de l'âme, de manger cru. Donc je ne pouvais plus manger rien de cuit, donc j'ai mangé cru et c'est là que j'ai été étudiée dans des écoles de cuisine crue et j'ai découvert vraiment une mise en équation incroyable, donc qui est sans lait, sans produits d'origine animale
qui est sans farine, et sans œufs et sans cuisson. Vous parlez de carburant, de porteur de sang, c'est des mots forts quand même. Alors oui, l'histoire c'est que quand on mange cru, ce n'est pas dénaturé par la cuisson et il est prouvé de plus en plus, les scientifiques s'y intéressent de plus en plus et sont d'accord pour dire que quand la nourriture est cuite, elle est dénaturée, donc elle ne permet pas au corps, à l'organisme de puiser les nutriments essentiels à sa vitalité. Donc c'est vrai que quand on se met à manger cru, il faut être prêt à accueillir beaucoup d'énergie. Parce que moi, je vois bien, au plan intellectuel, au plan émotionnel, au plan de la récupération à l'effort, au plan de l'intuition, on est vraiment au taquet quand on mange cru. Alors maintenant, on n'a pas besoin toujours d'être au taquet, mais c'est vrai que quand on mange cru, il faut être prêt à accueillir beaucoup d'énergie. Parce que c'est une nourriture qui répond aux besoins vitaux de l'organisme pour fonctionner, je dirais, à plein tube. C'est vrai que plus on mange cuit, souvent les gens ont de l'embonpoint parce que ce sont trop nourris mais mal nutris. Puisque la nourriture industrielle ne nous donne plus de quoi satisfaire les besoins de notre organisme pour rester en bonne santé. Sincèrement, en termes de goût, est-ce que ça tient ses promesses? Oh, attendez, je goûte des vins depuis que j'ai 12 ans. Ce que je fais est goûté. On peut se poser la question. Alors attendez, je vous réponds parce que moi je fais des recettes wagyu. Ce fameux foie gras végétal, enfin cette terrine de bonne foi sans foie ni gras, c'est vraiment exquis au niveau du goût. Et là, j'ai la chance de pouvoir la faire goûter et de recueillir des témoignages émus des gens qui la dégustent et qui sont. Et j'en ai même une qui m'a dit, j'ai été manger après du foie gras, je veux plus, j'ai trouvé ça écœurant, pâteux, je veux plus. Ah, on s'habitue alors? C'est-à-dire que ça convoque les sens, ma cuisine crue convoque les sens d'une autre façon. Et c'est vraiment, c'est très exquis. On a vraiment des goûts en 3D. Donnez-moi un exemple de recette. Par exemple, si j'ai envie de manger des spaghettis, je vais manger plutôt des courgettes. Alors, vous pouvez détailler des courgettes en spaghettis ou en lasagne et faire une sauce napolitaine crue, donc qui va vraiment exploser avec beaucoup de vivacité en bouche et d'impertinence. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça va convoquer les sens différemment et proposer des goûts totalement inédits. Et c'est pour vous apprendre à cuisiner cru que j'ai créé mon site internet L'Instant Cru, sur lequel je donne des cours petit à petit pour vous inviter à mettre de plus en plus de cru dans votre assiette et dans votre vie, et de façon très ludique et simple, parce que c'est très facile et rapide. Et c'est ça que je prouve en faisant les recettes en temps réel devant vous. Alors cette cuisine peut peut-être pas soigner des maladies, mais du moins accompagner des maladies, est-ce qu'on peut l'affirmer? Je dirais que c'est une cuisine qui, l'instant cru ne va pas soigner quoi que ce soit, mais va donner au corps les éléments pour se défendre. Donc c'est vrai que le système immunitaire va être plus fort, puisqu'à chaque fois qu'on mange cuit, les globules, il y a une réaction qui s'appelle la lymphocytose ou la leucocytose. Il y a les globules blancs qui viennent essayer de lutter contre le cuit, ils n'y arrivent pas, mais pendant ce temps-là, ils désertent leur poste qui sont de protéger notre organisme. Et ce sont toutes les défenses immunitaires, elles sont dans l'intestin. Donc quand nos globules blancs se mobilisent pour lutter vainement contre la cuisine cuite, eh bien, ils désertent, ils n'assurent plus les défenses immunitaires. Sauf si on mange cru, donc des crudités avant le repas, et ça tombe sous le sens, puisque c'est ce qu'on fait habituellement. Alors j'ai une question téléspectateur, justement en rapport. Antonia qui demande s'il existe des contre-indications à la cuisine crue. Alors si on a un intestin très irrité par le cru, enfin par les crudités déjà, ce sera plus compliqué. En fait, plus on a mangé cuit dans notre vie, plus c'est compliqué de manger cru, enfin plus il faut le faire progressivement. De même qu'on n'enlève pas ses chaussures pour courir pieds nus dans la forêt, il faut réadapter. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la digestion donc, se fait dans l'estomac et l'assimilation se fait dans l'intestin. Les fibres crues sont comme un gant de crin pour la peau. Elles ont un rôle de balai-brosse, elles nettoient la paroi intestinale qui, elle, est responsable des échanges, des nutriments qui vont passer dans le sang. Donc cette assimilation, on peut très bien digérer, mais mal assimiler. Donc la nourriture crue va vraiment prendre soin de cette paroi intestinale et permettre de façon optimale les échanges entre les nutriments et le sang. Donc c'est vrai qu'il faut rééduquer sa paroi intestinale. Et quand on a mangé trop cuit, ça provoque une épaisseur à l'intérieur de l'intestin qui ne favorise pas cette assimilation des nutriments dont dépend notre vitalité et notre santé. Alors pour terminer, vous parliez à l'instant de votre site internet. Il me semble que vous pratiquez également, vous offrez du coaching. C'est-à-dire que je propose d'apprendre cette cuisine qui est beaucoup plus ludique, simple, facile que la cuisine cuite,
Et je montre comment elle se met en place très facilement, parce que c'est très très simple. Donc il y a un programme gratuit, il y a des recettes gratuites avec des vidéos où je vous montre en temps réel à quel point c'est simple et joyeux. Et c'est vrai que ça c'est très émouvant parce que les témoignages que je recueille sont totalement émerveillés, parce que c'est vrai que c'est tellement nouveau qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse faire des spaghettis à la napolitaine crus. Là je vais faire tout à l'heure un risotto de panais au cèpe. Donc c'est vrai que je vais détailler les panais en forme de petits grains de riz et je vais faire une sauce au cèpe qui n'engagera aucune crème fraîche, mais des noix de cajou avec des cèpes, et c'est extraordinaire. Tout est dans l'imaginaire. Oui. Parce que créer des recettes, c'est vraiment un métier, c'est un art très très exigeant, mais les transmettre et enseigner tous les protocoles, toutes les techniques de cette cuisine très nouvelle, ça aussi c'est un métier et c'est le mien, et ça c'est ma passion. Où peut-on retrouver votre livre? Sur mon site, l'instantcru.com, et puis dans les librairies. Parfait. Merci beaucoup Marie-Sophie. Merci à vous. Et bienvenue à Monaco. Je vous remercie. Au revoir, Merci beaucoup. Et avant de refermer ce journal, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Peu de changements ce jeudi, le soleil sera momentanément gêné par les nuages et le vent modéré. Vendredi, nuages et éclaircies le matin, le ciel deviendra de plus en plus nuageux ensuite, risque de pluie dans l'après-midi, le temps sera de plus en plus frais. Samedi, un temps gris, pluie intermittente avec de rares percées du soleil, vent irrégulier, des températures de début d'hiver, il fera 8 degrés le matin et 10 dans l'après-midi. Dimanche, rétablissement d'un temps sec, assez beau mais assez froid également. Lundi, temps ensoleillé, refroidi au lever du jour et très frais dans la journée. Enfin, mardi et mercredi prochain, nous devrions bénéficier d'un temps clément. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.